Bienvenue à cette édition du soir sur Canal 3 Bénin. Pour que règne la paix ici et partout ailleurs, la FPU Afrique et la FOPA se donnent la main. Les deux institutions ont signé un mémorandum d'entente hier à Cotonou sous l'égide de la CEDEAO. C'est en souvenir du militant afro-américain des droits civils et politiques Martin Luther King à la date consacrée à sa mémoire. Clap de fin à la deuxième session ordinaire de la HAC pour le compte de 2025 ce matin. Les conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont délibéré sur plusieurs affaires courantes en instance depuis le 30 septembre de l'année écoulée. Des dégâts matériels bien importants ce matin sous les flammes d'un incendie inexpliqué jusque-là au plus grand établissement public de santé du Borgou. Le feu fait des ravages au centre hospitalier universitaire départemental à Parakou en direct de la cité des Kobourou. Les précisions à retrouver en milieu d'édition. La Fédération pour la paix universelle FPU Afrique et la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique FOPA signent un mémorandum d'entente. La cérémonie parrainée par la représentation de la CEDEAO au Bénin est placée sous le signe de la commémoration du Martin Luther King Day. Cette signature entre les deux organisations ambassadrices de la paix s'est déroulée hier à Cotonou pour des retombées au Bénin, en Afrique et partout dans le monde. Ouliat Sanoussi, Rachidi Soubérou. Elles sont désormais devenues une. Par la signature de ce mémorandum d'entente, la Fédération pour la paix universelle FPU Afrique et la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique FOPA se donnent la main. Ce moment ne représente pas qu'un simple acte administratif, mais il est un acte de foi, un engagement solennel au service de la paix, de la cohésion sociale et du développement humain de l'Afrique. En signant aujourd'hui ce mémorandum d'entente, ne signons pas seulement un document. Nous scellons une alliance de valeurs. Nous posons une pierre de plus dans l'édifice d'une CEDEAO et d'une Afrique réconciliée, solidaire et prospère que nous espérons voir du vivant de chacun de nous. Si nos aînés qui sont ici doivent se référer de quelques minutes en 1977, un 16 janvier, et pour se référer encore au 7 décembre de la dernière fois, ils doivent savoir que nous devons nous mettre encore plus ensemble. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous tolérer. Cette signature du mémorandum d'entente entre les deux organisations est placée sous le signe de la célébration du Martin Luther King Day, un homme ayant marqué l'histoire des États-Unis, un héros de la paix. La paix est une œuvre collective et chacun à son niveau doit jouer sa partition. C'est pour cela que la FPU Afrique et la FOPA ont sollicité la collaboration de la CEDEAO. On n'a pas le choix. La paix est réellement menacée dans ce monde et nous ne pouvons rien faire sans la paix. Et tous ceux qui œuvrent jours et nuits pour renforcer la paix, nous devons les soutenir. En prenant l'initiative avec Sa Majesté de signer ce mémorandum d'entente, vous contribuez effectivement à la base et au niveau où nous sommes dans ce pays, dans cette région, à au moins cultiver encore la paix. Parce que c'est une fleur qui se fane très vite. Le vœu est que les objectifs communs portés par ce partenariat FPU Afrique et FOPA puissent produire des résultats durables, porteurs d'impact et d'espérance au Bénin, dans la sous-région et au-delà, sur l'ensemble du continent africain. Les dépôts de dossiers des candidatures au BEPC prennent rigoureusement fin le 2 février et le 30 janvier prochain pour le baccalauréat 2026. À quelques semaines de ces dates butoirs, voici le point de situation dans les établissements secondaires. On est ici au Collège d'enseignement général 1 de Godoma dans la commune d'Abomey-Calavi avec Hugues Vinigué et Rachidi Soubérou. Maillon essentiel du dispositif de collecte et de gestion des dossiers de candidature, le censeur est en plein traitement des photos numériques des élèves de la classe de terminale. Et une fois les photos importées, nous tirons la fiche, le formulaire de préinscription portant leurs photos. Les candidats ramènent ces photos à la maison et font vérifier par l'aide de leurs parents si les informations qui figurent sont justes. Après, nous ramènent les photos et les fiches de préinscription
formulaire de préinscription. Et si il y a des collections à faire, on intègre les collections et on associe ça à leur dossier. En ce qui concerne le BEPC, le processus étant identique, l'importation des photos des candidats est déjà chose faite. Une fois le travail du censeur achevé, les surveillants reprennent le relais pour le dépôt des dossiers, soit au niveau de l'office du baccalauréat, soit à la direction départementale de l'enseignement secondaire pour le BEPC. L'office du bac a des périodes précises et ils indiquent des sites où ils passent récupérer les dossiers des candidats. Pour ce qui concerne le BPC, la majorité des opérations s'effectuent sur la plateforme EducMaster et les équipes sont constituées à la direction départementale et les attendent. Et dès qu'un établissement est prêt, ils apportent les dossiers. Toutefois, le processus d'inscription des postulants au BEPC et au baccalauréat ne se déroule pas sans encombre. Par exemple, certains n'ont pas leur carte CIB. Et c'est maintenant qu'ils doivent courir pour aller chercher les pièces. Soit c'est là une naissance qui est défectueuse, soit il y a des corrections à faire au niveau de leur nom. Donc ils ne s'y prennent pas si tôt, pas négligence, et ils doivent courir pendant ces derniers temps. Donc aussi il y a des candidats qui sont carrément étrangers et qui découvrent qu'ils doivent payer par rapport à la quittance. Ils découvrent également que la somme à payer est un peu élevée. Donc... Face à ces difficultés, des dispositions sont prises tant au niveau départemental qu'au niveau de l'établissement pour garantir la participation de tous les candidats aux examens. Les chefs d'établissement savent ce qu'ils ont à faire pour que, quel que soit le retard qu'ils aient pas ces apprenants, qu'ils soient rattrapés. L'établissement peut rapidement gérer pour que l'élève soit, si ce n'est que les frais d'inscription, que ces élèves soient en règle. Pour ce qui concerne les actes de naissance, les pièces à fournir, tout ça, il y a toujours ces cas. Nous avons donné des instructions au chef d'établissement de ne renvoyer aucun élève, aucun candidat pour ces histoires-là. Avec les instructions reçues, même lorsqu'ils n'arrivent pas à se libérer totalement des frais d'inscription, qui nous permettent d'avancer dans les collèges, s'ils sont candidats, nous faisons diligence pour acheminer leur dossier. Selon la directrice du CEG Godomé, le processus de dépôt des dossiers du baccalauréat évolue à un rythme soutenu. Plusieurs centaines de dossiers sont déjà acheminés à l'office du baccalauréat. La deuxième session ordinaire au titre de l'année 2025 s'est refermée ce matin à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Après plusieurs semaines de travaux, les conseillers de la 7e mandature en sont venus officiellement à la clôture de cette session conformément au règlement intérieur de l'institution. Voici les points forts à retenir de cette session ordinaire de la HAC dans ce compte-rendu de Candide Ouinto et Jocelyn Bariga. Une importante session statutaire s'achève à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication après plus de 3 mois de travaux. La deuxième session ordinaire au titre de l'année 2025 de l'Institution de régulation des médias au Bénin a été un cadre privilégié d'échanges et de prise d'importantes décisions entre les conseils de la 7e mandature. Ils ont travaillé à renforcer la régulation des médias en période électorale à l'approche des élections générales de 2026 et à garantir le respect de la liberté de la presse dans un contexte marqué par de nombreux défis. La deuxième session ordinaire de l'année 2025 de la HAC s'est déroulée dans un contexte national particulièrement sensible, marqué par la préparation et l'organisation des élections générales de 2026. Les travaux menés au cours de cette session ont permis à l'institution d'assumer pleinement ses missions constitutionnelles de régulation, de veille et d'accompagnement du paysage médiatique national. Au total, 33 rapports relatifs à divers dossiers ont été examinés et 14 décisions ont été prises. À travers les différentes prises de décision précédées, de l'examen approfondi des dossiers étudiés au cours de la plénière, la HAC s'accorde le crédit de plusieurs prouesses. Il s'agit, entre autres, de la consolidation du cadre réglementaire applicable aux médias,
quelques petites difficultés à aller au bout de cet élément. Eh bien, nous sommes en direct maintenant de Parakou. Parakou, un incendie s'est déclaré cet après-midi au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Selon notre équipe sur place, le feu a fait d'importants dégâts sous les regards impuissants des usagers et des agents du centre hospitalier. Pour en savoir davantage ce qu'il s'est passé ce matin, on est en direct de Parakou avec Akilas Tako, journaliste à Fraternité FM. Bonsoir Akilas. William, bonsoir à tous. Vous étiez sur les lieux de l'incendie. Dites-nous déjà d'où provenait ce feu et quel est le bilan qu'on peut faire à l'heure actuelle. Effectivement, un incendie s'est déclaré dans l'après-midi de ce mardi 20 janvier de l'an 2026 au centre hospitalier universitaire départemental CHUD du Borgou, provoquant une vive panique parmi le personnel soignant, les patients et les riverains. Selon les premières informations recueillies sur place, le feu aurait pris dans l'un des bâtiments abritant du matériel médical avant de se propager rapidement aux locaux adjacents. D'importants dégâts matériels sont à déplorer, notamment la destruction d'équipements essentiels au bon fonctionnement de plusieurs services hospitaliers, comme vous pouvez le voir sur quelques images que nous avons prises à l'aide du téléphone portable. On peut constater aussi la destruction partielle de certains bâtiments hospitaliers, l'endommagement sévère de dispositifs médicaux stratégiques et l'altération des installations électriques et sanitaires. Et déjà, Akilas, quelle a été la réaction des autorités du CHUD Borgou? Il faut dire, alerté par les témoins et le personnel de santé, les éléments de l'Agence nationale de protection civile se sont portés sur les lieux grâce à leur intervention appuyée par la mobilisation des riverains et des agents du centre. Les flammes ont pu être maîtrisées après plusieurs heures de lutte intense. Les autorités du CHUD Borgou, quant à elles, rassurent qu'une enquête sera ouverte pour en déterminer l'origine et évaluer l'ampleur réelle des dommages. Dans la foulée, il faut dire, une équipe de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E en abrégé s'est également rendue sur les lieux pour un constat technique et voir les dispositions urgentes à prendre. Elle devra évaluer l'impact sur le réseau interne de l'hôpital et déterminer si une défaillance électrique est à l'origine du départ du feu ou non. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais du moins tenant compte des premiers éléments d'appréciation que nous avons pu glaner dans le centre. Merci Akilas Tako en direct de Fraternité FM à Parakou sur cet incendie au CHUD Borgou ce matin. Ce journal se poursuit pour beaucoup d'habitants de la capitale économique et ses environs. Ils sont le seul moyen de rallier Cotonou à Calavi et plusieurs autres lignes à moindre coût. Et pourtant, dès qu'ils s'élancent sur le bitume, les automobilistes et motocyclistes sont éprouvés par leur conduite sur la chaussée. On les appelle les Tokpa Tokpa, vous les connaissez bien, ces minibus de transport en commun de la ville. Entre arrêts brusques en pleine voie, refus de priorité et agressivité au volant parfois, ces véhicules sont devenus une préoccupation majeure de sécurité routière au Bénin. Ulrich Kaba nous fait vivre les récriminations contre les Tokpa Tokpa. Reportage. Indispensable pour les populations à bas et moyens revenus, les Tokpa Tokpa, ces minibus de transport en commun, impactent l'économie urbaine. Mais ils sont aussi le cauchemar des usagers de la route. À Cotonou comme à Calavi, les Tokpa Tokpa règnent en maître absolu sur le bitume. Il ne s'est pas conduit du tout. Avant de conduire, il conduit très mal. C'est pas bien. Même dans le véhicule, il les insulte les clients. Ils disent de n'importe quoi aux clients. Surtout, il y a même des apprentis qui montent sur le volant en train de conduire. Alors qu'ils ne sont pas chauffeurs. À peine aperçoivent-ils un potentiel client, ces minibus dévient de leur trajectoire sans aucun signalement et sans égard pour les autres usagers. Ils sont accusés d'être à la base de nombreux accidents, parfois mortels. Par exemple, un client m'a dit il y a notre tcha. Vous n'avez noté biscuement en même temps. Bon, mais à lui, il me dit c'est mieux. Il y a le niveau, le quoi, mais il dévie, bon, mais il y a accident là. Accident là, il y a un
parce que m'a permis. Parce qu'ils prennent comment on va dire, des articles Queen, et c'est beaucoup. Et c'est ça qui fait qu'ils font de la pagaille sur la voie publique. Il faut qu'ils veillent, surtout dans ce secteur-là. Il faut qu'ils réglementarisent ce secteur-là. Plus qu'une simple infraction au code, c'est l'absence totale de courtoisie qui choque. Le Tokpa ne demande pas le passage, il s'en accapare. Dans toute auto-école, il doit être enseigné que lorsqu'on veut intégrer une route, il faut déjà commencer à signaler son intention. Il faut signaler son intention. Donc, mettre le client en temps, contrôler et intégrer progressivement en contrôlant toujours et en intégrant sans déranger qui que ce soit. Et pour sortir également de la circulation, il faut faire le même exercice. Annoncer que l'on veut sortir, donc en signalant son comportement avec l'indicateur de changement de direction qu'on appelle clignotant, en contrôlant et en sortant progressivement, en contrôlant les autres usagers qui sont du côté droit, les cyclistes, les cyclomotoristes qui sont à votre droite, qu'il ne faut pas déranger avant de se ranger. Malgré les multiples arrêtés préfectoraux et les opérations de la police républicaine, le naturel revient vite au galop. Le Tokpa reste ce mal nécessaire, un service de transport abordable, mais enveloppé dans un emballage d'insécurité. Face à ce constat alarmant, la question des contrôles inopinés et de la sensibilisation se pose avec insistance. Voilà quelques-unes des propositions faites par le Centre national de sécurité routière à travers son chef division communication. Plusieurs autres propositions sont faites par Éric Deyanvi. Vous voyez les minibus, le conducteur qui doit conduire le minibus doit se munir d'un permis de catégorie DR, DR restrictif qu'on dit. Or, dans la circulation, au niveau de ces conducteurs-là, nous constatons que le permis qu'ils utilisent pour conduire ces véhicules, c'est le permis B. Surtout, c'est le permis B. Et la majorité de ces conducteurs n'ont même pas de permis. Pour faire un arrêt, il faut signaler sa position. Et pour signaler sa position, ce n'est pas le clientant qui le fait. Mais nous constatons que ces conducteurs de bus ne signalent rien, ou bien quand ils voient tout de suite un usager au bord de la voie, ils vivent seulement et ils prennent l'usager. Et quand on dit de signaler, de mettre son clientant, c'est de prévenir l'usager. Et c'est à 30 mètres de l'OSCA ou bien c'est à 30 mètres de changement de direction qu'il faut mettre son clientant. Il faut beaucoup de sensibilisation à l'endroit de ces conducteurs. Et il faut que l'État nous permette de faire des contrôles inopinés au niveau de ces conducteurs. Parce que dans la circulation, nous voyons qu'ils sont nombreux qui ne détiennent pas le permis de conduire DR. Ou bien ils sont peu qui détiennent le permis, mais le permis catégorie B, qui n'est pas adapté aux matériels roulants qui sont en train de circuler, de rouler. Maintenant, il faut aussi que l'État puisse créer un pacte de regroupement au niveau des lignes. Parce que quand vous voyez les minibus aujourd'hui, c'est Cotonou-Porto Novo ou bien Cotonou-Calavi. Il faut qu'au niveau de Tokpa, on puisse avoir une gare routière qui rassemble ces conducteurs pour l'embarquement. Et sur le tronçon, on puisse ériger des arrêts pour que celui qui prend le bus puisse descendre pour pouvoir aller chez lui. C'est les mesures d'accompagnement. Quand le conducteur ne trouve pas ces mesures-là, il fait du désordre sur la route. En complément à ces différentes explications, vous suivez demain dans le 13h au Bénin, sur Canal 3 Bénin. Abraham Agbo-Wakounou, il est spécialiste de transport urbain. Il revient sur les différentes propositions pour pallier cette insécurité routière. Actualité politique, la Sénat relance le processus des élections présidentielles du 12 avril prochain. Conformément au chronogramme déjà établi, les deux duos en lice, Wadani Talata et Romper Ouanou, qui ont pu valider leur candidature, ont tiré au sort cet après-midi le positionnement des logos sur le spécimen du bulletin unique. Voici les moments forts de cette cérémonie. Les deux duos se sont fait représenter à cette cérémonie par leurs colistiers. Mariam Tchabi Talata pour le compte du duo de la mouvance présidentielle et Roch Judical Ouanou pour le compte de l'opposition. Il a d'abord été question du tirage au sort de l'ordre des passages des candidats qui a placé le duo représentant l'opposition avant celui de la majorité présidentielle. Mais lors du tirage du positionnement des logos proprement dit, cet ordre a été inversé.
ce qui donne sur le prochain bulletin unique de la présidentielle le logo du duo Wadaïn Talata en première position et celui du duo Hunkwe Huanu en deuxième position. On va reproduire, c'est ça, hein, le logo, le bulletin, le spécimen. Vous serez invité à nouveau pour voir si nous avons respecté d'abord les positions, si on a respecté les couleurs de vos logos et tout le reste qui va suivre à l'intérieur, qui sera des signes spécifiques à la Sénat pour permettre de bien sécuriser le document. Grâce à ce tirage, les populations ont désormais une idée du logo représentant le duo de la majorité présidentielle. Il s'agit d'un rectangle bleu foncé taché d'un jaune en forme de soleil, avec en bas, dans un fond blanc, les différents partis politiques qui portent la candidature de Romuald Wadaï, à savoir le Bloc républicain, Moël Bénin, Renaissance nationale et bien évidemment l'Union progressiste, le Renouveau. Sur ce bulletin, la force Kori pour un Bénin émergent se reconnaît facilement à son Kori blanc dans un fond vert. Une nouvelle équipe dirigeante installée pour les 3 prochaines années à la tête de l'Union des associations de développement des arrondissements de la commune de Banté-Kachifé. Le bureau exécutif présidé par Marcelin Laourou, élu à l'issue de la première assemblée générale ordinaire, a pris officiellement fonction. La cérémonie a eu lieu ce week-end dans la commune de Banté, Imet Hélène Amoussou. Le nouveau bureau de l'Union des associations de développement des arrondissements de la commune de Banté-Kachifé prend officiellement les rênes de l'organisation. Présidée par Marcelin Laourou, l'équipe est élue à l'issue de la première assemblée générale ordinaire tenue le samedi 25 octobre 2025. La passation de charge entre le bureau exécutif sortant et celui entrant a réuni de nombreuses personnes, délégués des associations membres et autres acteurs partageant les idéaux prônés par le Creuset. Mesdames et messieurs, les membres du bureau entrants, vous héritez d'un acquis appréciable. Votre mission est claire. Faire mieux, faire plus et faire autrement, toujours dans l'intérêt supérieur de notre commune. Marque d'une continuité dans l'engagement, mais aussi un renouveau dans l'action. La cérémonie a servi de cadre pour rappeler les objectifs de l'Union, faire le bilan de la mandature qui s'achève et énoncer quelques perspectives. Je voudrais rendre une fois de plus un hommage appuyé à la mémoire de notre premier président, le général de division à la retraite, Soumano Oké, qu'il repose en paix. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'intérim que j'ai dû assurer à pied levé n'a jamais été perçu comme un pouvoir personnel et ne s'est jamais mis sous la coupe d'un clan politique, mais comme une mission de continuité, de sauvegarde et de préparation. Notre objectif principal a été de préserver l'unité de l'Union. Face aux défis et enjeux dont il mesure l'immensité, le président entrant au nom de son équipe a promis s'investir afin de faire de Kachifé une union forte, dynamique et orientée vers la consolidation des liens sociaux entre les filles et fils de Banté. Nous devons travailler à faire de notre union un creuset de dialogue pour les filles et fils de la commune de Banté, afin de promouvoir la paix et le vivre ensemble, faire en sorte que Kachifé soit un espace de veille citoyenne de toutes les initiatives publiques et privées de développement. Contribuer à ce que Kachifé soit un instrument de création d'opportunités pour nos jeunes et nos femmes afin de réduire les inégalités et préserver nos valeurs de solidarité. Porteuse d'espérance, d'inclusion et surtout d'un engagement collectif à préserver l'unité, les manifestations se sont achevées par l'échange des civilités pour la nouvelle année. Tous se sont formulés de bons vœux et souhaitaient que 2026 soit une année de paix et de santé. Journal terminé, merci de l'avoir suivi. À 20h, c'est l'info continue. L'actualité des résultats définitifs des élections législatives du dimanche 11 janvier revient avec les invités de Wahab Ali Para, Delphin Gagana, analyste politique, et Paul Arnaud Deguénon, promoteur de Bénin Web TV. Merci de toujours nous rester fidèles.